Les grands maîtres du judaïsme en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Rachi. Oui, Rachi, alors Léa, évidemment, Rachi, c'est le plus grand exégète de la Bible et du Talmud, nous le savons tous, et son commentaire est indispensable pour étudier la Torah, pour étudier finalement tous les textes de la Torah orale. Alors, Rabbi Shlomo Itzraki, plus connu donc sous son acronyme Rachi, qui a vécu au XIe siècle à Troyes, donc en France. Alors, nous n'avons que très peu d'informations sur son enfance. Son père, le rabbin Isaac, était un grand érudit. On pense, d'après certains, qu'il a été martyr de la foi, mais on n'en sait trop rien. Ce que l'on sait de manière plus sûre, c'est que l'oncle maternel de Rachi avait étudié avec Rabbeinu Gershom. Alors, Rabbeinu Gershom, également appelé Maor Hagolah, le luminaire de l'exil à Mayence, en Allemagne aujourd'hui. Rabbeinu Gershom qui avait été auteur d'une loi particulièrement marquante, le Cherem de Rabbeinu Gershom, comme on l'appelle jusqu'à aujourd'hui, qui interdit à un homme d'avoir deux femmes, mais également d'autres lois qui vont protéger les femmes mariées, et c'est le premier à s'intéresser au sort des femmes mariées. Alors, si je parle de lui, c'est parce que le jeune Salomon va partir étudier à Mayence, dans cette yeshiva, qui avait été étudiée par Rabbeinu Gershom, qui avait été dirigée, par Rabbeinu Gershom, puis à Worms. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le futur Rachi a étudié dans les plus grands centres du judaïsme du XIe siècle. Mais en proie à de très graves difficultés financières, il va rentrer dans sa ville natale de Troyes, où il crée une maison d'études. Là, on le retrouve donc à Troyes. Il reçoit les meilleurs enseignements rabbiniques. Oui, alors c'est les enseignements qu'il a reçus à Worms et à Mayence et qu'il va développer à Troyes en y créant véritablement une maison d'études de grande renommée. Et on ne sait pas exactement comment il gagnait sa vie, probablement pas en tant que rabbin, disons. Alors, la légende dit qu'il était vigneron ou marchand de vin, parce qu'à Troyes, à l'époque, tout le monde était marchand de vin, mais en fait, on a très peu d'informations sur sa vie. On a très peu d'informations sur sa vie familiale, si ce n'est qu'il a eu 3 filles et qu'il leur a probablement enseigné plus de Torah que ce qui était la norme aujourd'hui. Alors ces 3 filles se sont mariées avec des rabbins importants, disciples de leur beau-père, et les petits-enfants devinrent également des commentateurs importants, formant les écoles de Tosafistes, qui vient de Tosfot, les rajouts qui ont complété l'œuvre de Rachi. Et en fait, il est frappant, lorsqu'on étudie une page de Talmud, vous avez le texte de la Mishnah et de la Gemara au centre, et puis tout autour, vous avez le commentaire de Rachi et de ses descendants, les Tosafistes. Et donc finalement, jusqu'à aujourd'hui, les commentaires indispensables pour étudier le Talmud viennent de France, de la région de Troyes. Mais si on n'a pas grand-chose finalement qui nous reste de Rachi, comment se fait-il qu'il ait laissé une trace, j'allais dire, indélébile? Ah, totalement. Le commentateur espagnol Ibn Ezra va le surnommer le Parshandata, mot araméen signifiant le commentateur par excellence de la Oui. Torah, la qualité qui lui est encore attribuée jusqu'à aujourd'hui. Personne n'étudie la Torah sans Rachi. Il a développé une méthode de lecture exégétique très moderne et qui nous marque jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'invention de l'imprimerie, encore une fois, le texte de Rachi est constamment publié avec le texte de la Torah et de la Mishnah. Alors pourquoi pourquoi cette importance? Oui. En fait, il veut établir le sens simple du texte, pshuto shel mikra comme il l'appelle. Ce n'est pas le sens littéral, mais cela veut dire qu'il ne va pas faire violence à la structure formelle, à la structure grammaticale du texte qu'il analyse. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'étudier Rachi pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est sa démarche qui est inédite, qui est originale. Il va reprendre beaucoup de commentaires qui l'ont précédé, mais finalement, c'est le plus grand pédagogue de la Torah. Oui, vous m'enlevez le terme, j'allais vous le dire. C'est peut-être le premier, peut-être, grand pédagogue. En tout cas, c'est celui qui est le plus clair, et Oui. c'est pour cela que nous l'étudions jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, si il est si clair, peut-être pourriez-vous nous donner, Ariel, ce matin, un exemple de commentaire de Rachi? Alors, c'est un texte que nous allons bientôt lire dans la paracha le Shabbat. C'est un texte qui est tiré du livre de Bereshit au chapitre 14 et qui décrit une guerre que se livrent 2 coalitions de potentats du Moyen-Orient à l'époque du roi d'Abraham, de notre patriarche Abraham. Et donc, Abraham, pour toutes sortes de raisons, je ne reviens pas dessus, pour délivrer son neveu Lot, est obligé de prendre position dans ce conflit et il intervient avec une petite troupe réduite à 318 hommes, nous dit le texte de la Bible, de la Torah, et il va mettre en déroute la coalition et libérer son neveu.
Et ensuite, il se retire en refusant de prendre une quelconque part au butin, le butin auquel il avait droit en tant que vainqueur. Mhm. Et le chapitre suivant de la Torah commence par ces mots. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision pour lui dire: Abraham, ne crains rien, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Et donc évidemment, nous on se demande de quoi Abraham a peur. Et certains disent que Abraham craignait un retournement de situation, que les vaincus redeviennent vainqueurs et que donc Abraham et sa famille, son clan, soient exterminés, que les vaincus ne se vengent. Et c'est cette vision de Dieu qui lui dit: je suis ton bouclier, je vais te protéger. Eh bien, Rachi, lui, il dit les choses totalement différemment. Rachi rapporte un midrash et il dit que Abraham craignait de mériter une sanction pour avoir tué tant d'êtres humains au cours de la bataille. C'est à ce scrupule que vient répondre la vision dont bénéficie Abraham d'Ixit Rachi. Et quand on replace Rachi dans son contexte historique et des relations entre juifs et chrétiens au XIe siècle, c'est évidemment extrêmement intéressant. Mhm. Quand un commentateur analyse les textes comme cela, il parle beaucoup de lui aussi Exactement, et également, c'est hein. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, Rachi nous apprend évidemment, nous permet d'étudier la Torah, nous explique comment comprendre le texte de la Torah, mais on comprend également énormément de choses sur ce qu'a été la vie de Rachi et des Juifs à l'époque. Mhm. Alors, il y a un lien entre Rachi et le vieux français. Expliquez-nous ça. Eh bien, on revient à ce qu'on vient de dire sur la vie de Rachi lui-même. Mhm. À chaque fois qu'il le jugeait utile, Rachi commentait en effet un mot ou une expression difficile, issue du texte biblique ou talmudique, dans la langue qu'il parlait habituellement, passant ainsi de l'hébreu au français. Et Rachi retranscrit phonétiquement en lettres hébraïques les mots français, de sorte que les mots conservent leur prononciation, ce qui Ah, fait de Rachi oui. l'un des plus précieux documents que l'on possède sur l'état réel du français tel qu'il était parlé au XIe siècle en Champagne. C'est ce que l'on Oui. appelle les loazim de Rachi. Mhm. Et alors que la plupart des auteurs français contemporains de Rachi utilisaient le latin, qui était la langue noble, eh Mhm. bien non, Rachi parlait la langue du peuple pour être compris de tous. Donc finalement, on se sert de l'hébreu comme langue phonétique pour comprendre comment le vieux français était prononcé. Exactement, C'est un c'est peu ça? quelque chose qu'on connaît dans Ah toutes les ouais. langues juives. On pourrait rapprocher ça du yiddish ou du judéo-arabe, Oui. cette manière de parler la langue qui nous entoure, mais en l'écrivant en termes hébraïques. Mhm. Alors, Rachid n'a pas commenté que la Bible. Alors non, Comment? évidemment, il n'a pas commenté que la Bible, il a commenté la Mishnah et le Talmud, Mhm. et il est tout aussi incontournable que pour la Torah de comprendre le Talmud. On ne peut comprendre le Talmud sans Rashi. Et il a été également l'auteur de Piyutim, il a été l'auteur de différents textes de Halacha, mais ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que Rashi symbolise une certaine manière d'être juif en France. Il est intégré dans la ville, il conseille les gens, juifs comme chrétiens, il fréquente la cour des comtes de Champagne, il est un modèle du judaïsme en diaspora. Les questions et réponses à ses disciples qui figurent dans son œuvre reflètent la vie communautaire juive de l'époque et constituent une source historique de première importance pour comprendre comment vivaient nos ancêtres en France. Alors aujourd'hui, Rachi connaît toujours cette aura extraordinaire Oui, dans le monde juif, où il est étudié par toutes les communautés juives du monde entier et par les enfants dès l'âge de 5 ans, parce que dès que l'on commence par le premier verset de la Torah, oui. on continue immédiatement en expliquant ce que Rachi a commenté sur ce texte. Oui, et il avait une très grande modernité également Exactement. dans sa vision des choses. Merci infiniment, Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.